Bonjour, il me tardait de vous retrouver pour un nouveau numéro des mots et débats. L'auteur que je reçois aujourd'hui est d'origine congolaise, internationalement célèbre. Il est connu pour son talent d'écriture. Je ne vous le présente plus, c'est Alain Mabankou. Bonjour Alain Mabankou. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien. Très bien. Alors je vais présenter une liste d'ouvrages dont vous êtes l'auteur. La liste n'est pas exhaustive, hein. Donc il y a Bleu, Blanc, Rouge, chez Présence africaine. Vous avez eu le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. Il y a eu African Psycho, Serpent à plumes en 2003, Vers cassé au Seuil en 2005, Prix RFO, Prix Ouest France, Prix Étonnant Voyageur, Prix 5 continents de la francophonie. Et puis le fameux Mémoire de Porc-Épic, Seuil en 2006. Là, le Prix Renaud 2 2006, le prix de la rentrée littéraire 2006, Black Bazar, c'est 2009. Il y a eu également aussi des essais. Il y a aussi, par exemple, Tant que les arbres s'enracineront dans la terre. Un autre ouvrage encore, c'est Demain, j'aurai 20 ans. Vous avez reçu le prix Georges Brassens. Et puis aussi des poésies. C'est Tant que les arbres s'enracineront dans la terre, là, c'est des poésies. Et puis Lettres à Jimmy, Fayard en 2007. Voilà. Donc, il est important pour moi de rappeler tous ces ouvrages. Enfin, il en manque, hein. Alors, nous allons passer, je vous propose, au face-à-face. Merci. Alain Mabankou, ce que nous remarquons d'emblée dans votre ouvrage, c'est que les chapitres ont des titres qui ont été pris aux auteurs, comme par exemple Le sanglot de l'homme blanc. Donc le titre du livre, c'est Le sanglot de l'homme noir, votre dernier ouvrage, sorti chez Fayard. Et là, donc chaque chapitre a un titre qui correspond à un ouvrage. Il y a Un nègre à Paris de Bernard Dadier, L'esprit des lois de Montesquieu. Pour quelle raison avez-vous choisi des chapitres comme ça, avec des titres de livres ? Je pense que Le sanglot de l'homme noir était un livre que je voulais écrire en partant de certaines idées qui sont souvent répandues sur la condition de l'homme noir. Et pour trouver les idées exactes, je trouvais que des titres comme Un nègre à Paris, ça symbolisait quelque chose. Un nègre à Paris, à l'époque, c'était le livre de Bernard Dadier qui racontait les tribulations d'un Africain en plein cœur de Paris, et Le sanglot de l'homme blanc qu'avait écrit le philosophe français Pascal Bruckner, oui, est un livre écrit par un blanc qui parlait de la condition de l'homme blanc et demandait aux blancs de ne pas être en quelque sorte gênés de ce qu'il avait fait en Afrique, oui, dans le monde, dans la colonisation. Eh bien, dans mon livre, Le sanglot de l'homme noir, qui est comme un clin d'œil, une réponse au sanglot de l'homme blanc, le sanglot de l'homme noir, c'est de dire, nous sommes dans une situation où il ne faut plus continuer à se considérer comme une victime, il faut aller de l'avant, il faut avoir une politique offensive. Être noir n'est pas une malédiction, oui, c'est pas une tare, ça devrait être considéré comme une chance, une bénédiction. Alors comment se fait-il que, au lieu de construire mon présent, je suis là à pleurer sur les vestiges de l'esclavage, sur les vestiges de la colonisation? Eh bien moi, je demande de regarder ce présent. C'est pour ça, ce présent, c'est aussi Yambo Bologem, Le devoir de violence, oui, les identités meurtrières de Malouf, etc. etc. Oui. C'est des livres qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a aussi, dans ce sanglot de l'homme noir, cette haine envers l'homme blanc. Donc, c'est-à-dire comme si l'homme noir n'a jamais pardonné, ne pardonnera jamais. C'est même l'idée principale du sanglot de l'homme noir. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça m'apporte à passer ma vie à cultiver la haine contre le blanc alors que j'ai mon destin à tracer dans le présent? Je ne peux pas rester chez moi et dire que je ne peux rien faire, je ne pourrai jamais réussir en Europe, aux États-Unis, parce que j'ai été colonisé. Je n'ai pas le monopole de la colonisation. Justement, si j'ai été colonisé, ma force, c'est de sortir de cette grande nuit, comme dit Achille Mbembe, et de poser des actes présents, même à tel point que l'ancien colonisateur va se dire que le match n'est plus égal. Ce monsieur, il est tellement émancipé qu'il peut dire ce qu'il pense et il peut prendre son présent entre ses mains.
Un nègre à Paris, donc, dans ce chapitre-là, vous rencontrez, vous êtes dans une salle de gym, dans le 12e arrondissement de Paris, et il y a un homme qui vient vous accoster, vous êtes en plein effort physique, et j'ai bien aimé ce passage parce que, la première chose qu'il dit, mais je vous reconnais, vous êtes cet écrivain, et vous dites, oui, oui, mais en même temps, il y a un doute. Pourquoi? Il y a ce doute parce que tout ce que je raconte dans Le Sanglot de l'homme noir, oui, ce sont des histoires vraies, vécues, à travers mon expérience en tant qu'homme noir en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Et ça, le chapitre que j'intitule « Un nègre à Paris » est un chapitre qui se passe à Paris, à côté de Nation, oui, où j'étais arrivé en vacances. Donc je me suis dit, comme aux États-Unis, j'ai fait mon sport tous les jours dans une salle. J'ai cherché la première salle venue et j'ai trouvé celle-là. Et je faisais mon sport tranquille et un Africain, centrafricain, est arrivé. « Bonjour, monsieur, voilà. Est-ce que vous ne serez pas allé à Bankou ?» Mais comme je n'avais pas ma casquette, puisque moi je porte toujours ma casquette, j'ai dit oui. Il a dit non, si vous êtes allé à Bankou, donc vous devez avoir une casquette. Bon, évidemment, j'ai expliqué qu'elle était dans les vestiaires. On a eu une discussion longue et cet homme a commencé à me parler de leurs conditions, oui, de l'homme noir en France. Je la connais puisque j'ai vécu 17 ans en France. J'ai vécu dans les quartiers les plus difficiles. J'ai vécu à Garges-les-Gonesse, j'ai vécu à Sarcelles, j'ai vécu dans le 18e arrondissement. Je connais vraiment les arcanes et les difficultés de cette vie en France. Mais lui, il essayait de m'expliquer que la France avait des métiers ou des professions réservées uniquement aux Noirs. Oui. Et à ce moment, notre discussion a longtemps dégénéré, mais c'est quelqu'un qui m'a quand même ouvert les yeux, puisque lui, il travaille comme agent de sécurité pour un grand parti politique français. Oui. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il dit, aux États-Unis, c'est plus facile de travailler pour un Noir qu'en France. Moi, puisque vous travaillez justement aux États-Unis, vous êtes professeur d'université en Californie, quel est votre avis dessus ? Je pense que on dit toujours que c'est plus facile pour un Noir de travailler aux États-Unis. Les conditions sont un peu différentes, dans la mesure où l'Amérique est une société, un pays qui a déjà la culture de la multiplicité raciale. C'est inscrit dans la tête de tous les Américains que l'Amérique est un territoire de peuplement. Tout le monde est venu un jour sur ces terres dans lesquelles il y avait les Latinos qu'on avait écrasés par différentes guerres, ainsi de suite. Donc, dès le départ, l'Amérique est une société constituée de races, on dit même ethniques dans ce sens, ce qui n'est pas le cas en France. En France, on a conçu une société avec une perspective blanche. On s'est dit que quand on dit à quelqu'un un Français, rares sont les gens qui vont imaginer un Français noir. On vous présenterait d'abord un Français, entre guillemets, normal, qui est blanc. Mais or, lorsque nous arriverons à une situation où lorsqu'on dit un Français, ça peut représenter, je ne sais pas, un des responsables des Verts qui est d'origine asiatique, oui, ou bien un Noir africain comme Patrick Losès, l'ancien président du CRAN, lorsqu'on arrivera au moment où dire un Français ne voudra pas dire forcément une personne blanche avec des cheveux bien lissés, nous arriverons à une situation où il sera justement plus facile pour tout le monde de pouvoir évoluer à l'intérieur de la société. Certes, moi je trouve qu'il y a plus d'ouverture aux États-Unis en matière même raciale. Et ça ne gêne pas un patron américain d'avoir un directeur de banque qui est à la fois noir, homosexuel, qui porte des dreadlocks et qui porte aussi des boucles d'oreilles. Oui. Imaginez, en France, vous pensez le directeur de la BNP, il porte des dreadlocks, il est noir. Je crois même que beaucoup vont fermer leur compte parce qu'ils vont penser que ce noir va ramener son argent en Afrique. Alors dans cet ouvrage aussi également, Le sanglot de l'homme noir, vous parlez justement de ce territoire que représente par exemple un noir qui représente la France lorsqu'il est aux États-Unis, porte en fin de compte ce fardeau de la France. Donc, et à un moment, vous croisez cet homme, un homme à l'aéroport, il voit que vous avez un passeport français, et c'est marrant parce qu'on revient sur ce que vous venez de dire, il est étonné que vous sachiez
parlez correctement le français, que vous ayez un passeport français, et ils demandent absolument à chaque question, mais vous êtes de quelle origine? Et ça, c'est effectivement le cœur même du sanglot de l'homme noir. C'est-à-dire que je suis né au Congo-Brazzaville, donc j'ai les origines congolaises. J'ai grandi en France, voilà, pendant toutes ces années. J'ai acquis aussi la deuxième nationalité, donc j'ai un passeport français. Mais il se trouve que lorsque je voyage, et que, comme je l'explique dans le livre, je faisais la queue à l'aéroport de Los Angeles, et devant moi, il y avait un Français blanc, avec le même passeport que moi. Quand il se retourne, il voit mon passeport et il dit « Mais écoutez... ah, vous êtes français ?» Je dis oui. Et comme on marchait, je sentais qu'il avait toujours la soif de savoir quelque chose derrière. Et pour ne pas me froisser, il dit « Mais vos parents, ils sont de quelle origine ?» Et moi, j'avais compris tout de suite qu'en disant que mes parents étaient d'origine congolaise, ça allait les rassurer et se dire que non, moi, je suis donc aussi français, mais par naturalisation. Mais j'ai compliqué les choses, puisque je lui ai dit « Mes parents sont français ». Puisqu'avant les indépendances, tous les Africains colonisés par la France, ils étaient bien français. Donc, automatiquement, mes parents, Pauline Kenge, Kimangou Roger, qui sont nés avant les indépendances, ils étaient français. Et comme j'avais dit à ce blanc que j'étais français, mes parents étaient français, il était coincé. Ce qui lui restait à demander, c'est de me dire « Ah, puisqu'ils sont français, donc il a pensé que mes parents étaient blancs, et que moi, j'avais été adopté. » Oui. Mais je n'avais pas été adopté. Je n'avais fait qu'appliquer la règle essentielle qui voulait que, lorsque vos parents avaient gardé la nationalité, vous alliez les demander à cette époque à Nantes pour réintégrer la nationalité de vos parents qui, eux, étaient restés français depuis les indépendances. Et cette demande de réintégration existe toujours? La loi n'a pas été... La loi a été modifiée, oui. On demande maintenant des preuves d'existence. Mais à l'époque où j'étais arrivé en France, il était simple. On arrivait, tant que vos parents étaient nés avant l'indépendance, et qu'au moment de l'indépendance, ils n'avaient pas renoncé à la nationalité française ou congolaise, donc vous vous retrouvez automatiquement français. Alors, il y avait une procédure dans le code de la nationalité française qui demandait à ses parents d'enfants nés avant les indépendances d'aller tout simplement requérir, demander la réintégration dans la nationalité des parents, et on avait automatiquement la nationalité française. C'était paradoxal, puisque quand je l'avais su, j'étais étudiant en droit international privé à l'université de Nantes. Et je suis allé dans tous les foyers de Nantes pour dire aux immigrés qui avaient des problèmes de papier. J'ai dit, écoutez, c'est terrible, vous êtes en train de souffrir alors que vos parents sont français. Et les Africains me remontent. Comment ça, ils sont français? J'explique. Et le lendemain, il y avait un cortège de Maliens, de Congolais qui étaient allés à Nantes. Ils sont arrivés devant le guichet pour dire à l'agent de la nationalité, nous sommes des Français, vous devez nous donner des papiers. Et au bout d'un moment, le gars du guichet qui était français, il dit, écoutez, ne les dites pas trop à tout le monde, sinon on va être débordés. Et je pense que tout cela a contribué à ce que la loi soit un peu corsée, ce qui est injuste, parce qu'une loi était une loi d'ouverture qui permettait à ceux qui étaient déjà là de pouvoir avoir leurs papiers ou de pouvoir bénéficier du fait que leurs parents avaient combattu pour la France. Donc c'est une des anecdotes et récits personnels que je raconte dans Le sanglot de l'homme noir. Dans Le sanglot de l'homme noir, ce qui est étonnant, c'est que vous faites cette différence. Enfin, moi, j'ai cru que afro-américains, c'était les Américains. Noirs aux États-Unis, noirs, voilà, américains. Mais vous dites tout le temps Africains-Américains. Pour moi, les Africains-Américains, c'est comme, par exemple, le chanteur Akon, qui vient du Sénégal, qui s'est installé, par exemple, à New York, je crois. Enfin bon, voilà. Mais... Moi, j'aime toujours... parce que moi, j'ai fait vraiment la traduction littérale de l'expression qu'ils emploient eux-mêmes, African American. Voilà, de la même manière qu'ils vont faire Indian American ou quelque chose dans ce sens. C'est pour les Noirs américains se rattacher à leur terre d'origine. Oui. C'est peut-être le grand paradoxe qui arrive entre les Noirs africains
et les Noirs américains. Les Noirs américains ont l'Afrique mythique dans la tête. Ils rêvent d'un territoire mythique, emblématique, avec tout ce qu'il peut y avoir de magique. Mais l'Africain, le Noir, lui, il connaît cette réalité. Il sait que tous les jours, s'il n'a pas la marmite qui est en train de bouillir, il ne sera pas dans le mythe, il ne sera pas dans la magie, il ne sera pas dans une sorte de fantastique. Il sera quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui subit la dictature, quelqu'un qui subit l'injustice. Et ça, les Noirs américains ne peuvent pas le savoir. Mais l'autre paradoxe, c'est que on ne peut pas avoir la même identité entre les Noirs américains et les Noirs africains parce que eux, les Noirs américains, ils sont arrivés là-bas par l'esclavage. Et nous, les Africains, nous ne sommes pas arrivés en France par l'esclavage. Oui. Chacun de nous a une raison. On est différents les uns des autres. Vous avez les Ghanéens qui n'ont pas forcément la même culture avec les Congolais, les Guyanais, les Antillais. Il y a une multitude d'Afrique ici. C'est pour cela que je dis toujours qu'on ne peut pas parler finalement de communauté noire. Peut-être qu'il faut créer une sorte de destin commun fondé sur ce que nous sommes en train de vivre en France. Je voudrais savoir, pour un Américain, quel est le portrait robot, parce que vous posez cette question, quel est le portrait robot d'un Français? Pour un Américain, le portrait robot d'un Français, c'est compliqué. Il y a de la vanité, donc une certaine coquetterie à l'intérieur. Bon, il y a le prestige de la culture, l'idée qu'ils se font de la ville lumière, de la ville de Paris, parce qu'ils pensent toujours que Paris demeure la capitale de la culture. C'est la France qui a fait découvrir aux Américains parfois ses propres écrivains. Faulkner, il n'était pas lu aux États-Unis. La France a découvert Faulkner, le leur a donné. Les Hemingway, tout cela sont des écrivains qui ont été reconnus. Même récemment, les écrivains comme les Paul Auster sont beaucoup connus ici. Aux États-Unis, ça vient parce que la France aime. Et de l'autre côté, même au cinéma, vous voyez, Woody Allen, il a l'habitude de dire qu'il fait ses films pour les Français. Donc, est-ce que pour un Américain, c'est un homme blanc, un Français? Pas forcément. Pour l'Américain, un Français n'est pas un homme blanc en tant que tel. Un Français, c'est celui qui s'exprime dans la langue française et qui est dans la culture française. Lorsque j'interviens dans les universités américaines ou dans les radios américaines, les télévisions américaines, ils me présentent comme un écrivain français puisque mes livres ont été écrits en français et traduits en anglais. Si j'avais écrit les livres en anglais, peut-être qu'ils m'auraient pris pour un écrivain anglais ou anglophone dans ce sens. Ils ont déjà la culture de la différence. Ils savent que ce n'est pas la couleur de peau qui donne la nationalité ou la culture à quelqu'un, mais c'est à la fois le lieu où on se trouve, le lieu où on est né, le lieu où on a été adopté, la langue qui est la langue d'expression. Or, pour un écrivain, la langue d'expression, pour un écrivain francophone, c'est la langue française. Donc, la première réaction des Américains, c'est de rattacher l'écrivain ou le locuteur qui s'exprime en langue française à la France, automatiquement. Et pour rigoler, j'ai même dit, c'est la première fois de ma vie qu'on me prenait pour un écrivain français, et c'était aux États-Unis, puisque en France, je suis parfois lundi écrivain congolais, mardi écrivain franco-congolais, mercredi écrivain peut-être congolais-français, ou jeudi écrivain tout court, ou vendredi je ne sais pas quoi, écrivain en exil. Donc la France aussi, c'est le pays des catégories. On a l'impression qu'il faut donner un statut à quelqu'un. La première chose, quand vous vous croisez entre gens de bonne famille, ici en France, on dit « Ah, vous êtes dans quoi ? Vous faites quoi? Vous avez fait quelle université? Vous avez quel diplôme ?» Ça, on ne les demande pas forcément aux États-Unis. Oui. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Alain Mabancourt, pour cette première partie d'émission. Il y avait d'autres questions. Nous allons passer à cette deuxième partie qui s'appelle « Carte sur table ». Vous
avez des cartes devant vous, Alain Mabanckou, alors vous en choisissez une au hasard et puis vous la retournez. Oui. J'ai toujours été mauvais au poker. Comme il y a 5, je vais prendre celle du milieu. Oui. Le milieu qui symbolise finalement la mesure, voilà. Le 10. Le 10. Alors, le 10 correspond, bien sûr, vous en parliez, puisqu'on parle des États-Unis. Donc, vous allez voir, il y a une image qui va apparaître dans l'écran, plasma. C'est l'histoire de la carte verte, non, plutôt la carte verte numéro 10. Voilà, en fin de compte, c'est la carte verte. Voilà, la carte verte, parce que vous travaillez donc à l'université, à la Californie. Cette carte verte, ça fait 4 ans qu'elle est difficile à obtenir. C'est une procédure très longue pour être résident américain. Bon, il y en a qui attendent de faire la loterie. Vous mettez votre nom dans une cagnotte, ça tourne, puisque l'Amérique a besoin d'immigration pour subsister, même si parallèlement, elle cherche les Mexicains qui franchissent la frontière. Il y a la cagnotte, mais en général, la carte verte est une procédure très lourde. Il faut justifier, si vous allez travailler là-bas, il faut justifier que vous pouvez travailler en Amérique parce qu'un Américain n'a pas pu avoir cette profession. Donc, on a souvent tendance à oublier que l'Amérique pratique aussi la préférence nationale. Je ne voudrais pas employer une expression qui est galvaudée dans la politique française, mais il y a une préférence nationale aux États-Unis. Pour embaucher un étranger, il faut justifier qu'il n'y a pas en Amérique quelqu'un qui peut faire ce que l'étranger va venir faire. Donc du coup, moi comme j'étais enseignant, c'est à l'université de faire ce qu'on appelle le sponsoring. L'université fait un dossier, les dépose à l'immigration américaine en disant « Nous voulons embaucher cet écrivain parce qu'il écrit des livres en français, qu'il a été traduit ici et là et que c'est important pour nos étudiants. » Donc, le dossier a été fait par l'avocat de l'université, ce qui fait que ça m'a évité plusieurs procédures un peu tortueuses. Ça a été fait dans mon dos, je pourrais même dire. On m'a réveillé un jour, écoutez, allez retirer votre carte verte en France, et puis je suis venu la retirer. Mais sinon, c'est un parcours du combattant. Oui. Voilà. Une autre carte, M. Mabanckou. Une autre carte, on va prendre à ma gauche. Ah bon, dis donc, j'ai pris le roi quand même. Hein. Le roi. Alors, le roi. Eh bien, nous allons parler... donc, le roi... Nous allons parler, je vais dévoiler la chose, nous allons parler de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Je voulais savoir, vous avez suivi justement ces élections, même si vous étiez aux États-Unis, vous avez suivi? Oui, je suis. Aujourd'hui, il n'est pas possible pour un Africain de dire « oui, je n'étais pas au courant ». Non, on a tous les moyens de communication pour suivre l'information, d'autant plus que la République démocratique du Congo est en face du Congo-Brazzaville, mon pays d'origine. Oui. C'est le même peuple pour moi. Je les côtoie, nous parlons les mêmes langues, nous dansons la même musique, nous mangeons la même nourriture. Lorsque la République démocratique du Congo a le rhume, le Congo-Brazzaville aussi est contaminé par le rhume. Donc, il faut que je sois proche de cette situation. Donc, j'ai vu comment ces élections s'étaient passées, tous les candidats, les candidats qu'ils avaient, les 11 candidats, je crois, qu'ils avaient là, et que les deux principaux, Étienne Tshisekedi, qui venait de l'opposition, moi, j'ai entendu Tshisekedi depuis que je suis pratiquement né, hein, puisqu'il a été là pendant longtemps. Et puis, Kabila, qui est à peu près de notre génération. C'est que ma peur, c'était que le peuple du Congo démocratique se divise. C'est l'un des plus grands pays d'Afrique. Si ce peuple se divise et se livre à une guerre civile, c'est très grave. C'est presque la déliquescence de l'Afrique. Donc, je priais de tout cœur que les choses se passent bien, que les élections se passent en bonne situation. Je ne voulais pas me positionner dans un débat qui était un débat pratiquement des Congolais démocratiques. Je ne pouvais pas me dire « je suis pour Kabila, je suis pour Tshisekedi ». Je n'ai pas le droit de vote. Ce que je pouvais souhaiter, c'est la mesure, le respect des procédures du vote.
Là, je sais qu'il y a eu des contestations, des irrégularités, mais je me posais la question de savoir quelle était la meilleure solution pour que le Congo démocratique puisse avoir une paix. Est-ce qu'on peut accepter une situation pour éviter le carnage? Je dis oui. Si cette situation permet d'éviter la mort des millions de Zaïrois, j'ai dit on la prend pour l'instant et puis on conteste par la suite. Mais je pense qu'ils sont sages, ils n'en arriveront pas à la guerre. Merci pour votre façon de voir cette Afrique qui bouge. Nous allons passer, Monsieur Mabankou, à la troisième partie d'émission qui s'appelle Coup de cœur. Bon. Alain Mabankou, Le coup de cœur, c'est un livre pour vous qui est une référence, votre livre de chevet, un livre que vous conseillez, pourquoi pas, à vos étudiants? Alors, en général, mes livres coup de cœur, ça varie tellement. C'est ça aussi les coups de cœur. Ces derniers temps, peut-être parce que j'étais en train d'écrire Le sanglot de l'homme noir, le livre qui m'avait beaucoup plu et marqué, que je conseille maintenant aux étudiants, c'est Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, puisque cette année, nous célébrons quand même, nous lui rendons hommage. Peau noire, masque blanc est un livre révélateur, qui est une critique caustique de la condition noire. Moi, je pense que si nous autres, Africains, Antillais et autres damnés de la Terre, lisons très bien Peau noire, masque blanc, on pouvait même détester Frantz Fanon, parce que les vérités qui sont à l'intérieur sont dures. Mais moi, dans cette situation, je préfère celui qui me dit des vérités dures que celui qui me caresse dans le sens du poil. Et le jour où je vais me réveiller, je vais me rendre compte que mes poils n'étaient pas des vrais cheveux, que c'était en général une sorte de synthétique. Et Frantz Fanon était quelqu'un qui n'aimait pas caresser les gens dans le sens des poils, aussi bien les noirs que les blancs. Il voulait faire une étude très psychanalytique de notre conscience et de notre inconscience. C'est pour cela que nous devons relire Frantz Fanon, et c'est pour cela que je peux même dire que Mon sanglot de l'homme noir est un livre que j'ai écrit grâce aux lectures que j'avais faites de Frantz Fanon. Très bien. Merci beaucoup, Alain Mabankou. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le sanglot de l'homme noir, voilà, aux éditions Fayard. Et d'ailleurs, ce livre va sortir le 4 janvier 2012. Vous repartez aux États-Unis? Je repars aux États-Unis parce que je dois aller enseigner un nouveau cours d'introduction à la littérature africaine. Je vais enseigner aux jeunes Américains pour qu'ils connaissent nos auteurs, les Kourouma, les Bernard Dadier, les Henri Lopez, les Tierno Monenembo, Boubacar, Boris Diop, tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, merci. Alain Mabankou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.